Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur. Et pour les autres, je vais essayer de vous décrire au mieux ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Vous êtes peut-être atteint du syndrome de l'imposteur si vous avez tendance à ne pas dessiner alors que vous en avez envie par peur du résultat. Vous avez un syndrome de l'imposteur quand vous ne croyez pas trop les compliments de vos amis à propos de vos dessins. Ou tout simplement, vous avez peur que les autres se rendent compte que vous êtes moins compétent que ce qu'ils pensent. C'est plus ou moins ça en fait le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment cette impression de se dire qu'on n'est pas à sa place, qu'on nous prend pour quelqu'un qu'on n'est pas, et du coup de toujours se comparer aux autres. Si vous vous comparez aux autres, évidemment, vous jugez automatiquement que vous êtes moins bon. Ça, en tout cas, ça a été mon problème pendant de nombreuses années. J'ai même arrêté de dessiner pendant 4 ans quand j'ai découvert plus ou moins Internet et un forum qui s'appelait à l'époque Alphanart, qui en fait rassemblait des personnes qui apprenaient le dessin de manière amateur. Et quand je me suis rendu compte que ces personnes-là, qui avaient pratiquement mon âge ou qui étaient parfois plus jeunes que moi de 1 ou 2 ans, dessinaient beaucoup mieux que moi, je me suis sentie un petit peu vraiment très nulle et c'est là que j'ai décidé un peu d'arrêter. Enfin, j'ai pas vraiment décidé d'arrêter consciemment, mais en tout cas la pression était tellement forte et la comparaison était tellement importante que j'ai complètement arrêté de dessiner à cette période-là. Le syndrome de l'imposteur, ça peut être vu sous plusieurs points de vue, ça peut être exprimé d'une manière différente selon les personnes. Et pourtant, c'est toujours plus ou moins le même problème, c'est toujours cette histoire de un peu mal faire les choses, en tout cas de savoir moins bien les faire que les autres, de ne pas se sentir crédible dans son métier ou peut-être même dans juste ses travaux. Le syndrome de l'imposteur, c'est ça finalement, c'est se sentir un imposteur parmi d'autres et ne pas sentir qu'on a sa place parmi les autres. Et qu'importe finalement qu'on ait une reconnaissance auprès des autres, qu'importe qu'on ait, je sais pas moi, gagné des prix, qu'on ait pu faire des expositions, qu'on soit même payé pour dessiner, on peut toujours avoir ce syndrome de l'imposteur. Si vous vous sentez frustré par votre dessin parce que vous avez tendance à constamment vous comparer, vous avez tendance à comparer par exemple les personnes qui ont le même âge que vous et vous dire que vous dessinez clairement moins bien et que vous avez évidemment tendance à comparer les personnes les plus talentueuses que vous rencontrez sur le net, donc c'est-à-dire la crème de la crème, clairement, parce que si vous rencontrez un travail de quelqu'un, c'est que logiquement vous êtes tombé dessus, qu'elle a une bonne exposition sur le net et que logiquement le travail de cette personne est plutôt bon, en tout cas il est reconnu par d'autres personnes. Et même si vous êtes la personne par exemple qui dessine le mieux dans votre entourage, vous êtes reconnu comme étant un peu l'artiste de la bande, il n'empêche que vous avez toujours ce syndrome de l'imposteur, cette épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête et qui vous fait bien comprendre que de toute façon vous n'avez pas les armes pour devenir réellement dessinateur ou de prétendre pouvoir, je sais pas, exposer par exemple dans une galerie. Alors le problème de ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'il peut clairement vous empêcher de faire certaines choses. Il peut déjà vous empêcher de dessiner, et dans ce cas-là, c'est on va dire le syndrome de l'imposteur le plus important, parce que si vous pousse à l'inactivité, en fait vous pouvez toujours pas vous améliorer en dessin, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais ça peut être aussi une peur de demander de l'argent, par exemple. C'est ce syndrome qui fait que vous voulez pas être payé pour ce que vous faites, parce que vous considérez que vous n'êtes pas quelqu'un de professionnel, ou que vous considérez tout simplement que les gens n'ont pas à donner de l'argent contre ce que vous faites. Parce que ça n'a pas de valeur finalement à vos yeux. Et ça arrive souvent d'ailleurs que des personnes soient prêtes à devenir professionnelles et finalement n'osent pas passer le pas, passer le cap parce que elles ont peur du regard de l'autre, elles ont peur de ne pas avoir sa place, tout simplement de ne pas avoir sa place et d'être jugées par les vrais entre guillemets professionnels qui seront déjà implémentés sur le marché et qui du coup vont vous regarder un petit peu d'un air de se dire mais il a pas le niveau, celui-là, pourquoi est-ce qu'il se ramène, voilà. Et pourtant, ce syndrome de l'imposteur n'a rien à voir avec votre niveau en dessin. Je vous ramène à mon ancien podcast sur quand devient-on professionnel, et la conclusion de ce podcast rapidement était que, en clair, on devient professionnel à partir du moment où les personnes sont prêtes à acheter votre travail. Ça n'a pas vraiment de rapport avec votre style de dessin, votre niveau en dessin. C'est les personnes en face de vous qui décident si oui ou non ils veulent acheter votre travail. Donc ça me semble assez important de passer outre ce syndrome de l'imposteur pour pouvoir justement passer à l'étape supérieure qui serait d'en vivre, peut-être
partiellement, mais en tout cas d'en vivre un petit peu et de pouvoir être payé pour votre travail. Ça me semble logique d'être payé pour son travail si vous voulez en faire une activité qui est totale ou partielle en tout cas. Sachez dans tous les cas que ce syndrome de l'imposteur, la plupart des artistes le ressentent et c'est même, j'ai envie de dire, bon signe si vous avez ce syndrome-là. Ça sous-entend déjà que vous remettez en question votre niveau et ce que vous faites. Il y a plusieurs étapes dans la pratique d'une activité. Je pense que j'en ferai un nouveau podcast de ce sujet-là, mais sachez que la première étape est en clair de dessiner sans se poser de questions, sans avoir conscience de finalement de sa non-maîtrise, si vous voulez. Et la deuxième étape est justement de se rendre compte qu'on peut avoir des tares à certains endroits, des défauts dans notre activité et justement de vouloir justement l'améliorer. Et c'est un petit peu là que le syndrome de l'imposteur pourrait se placer. Même si en vrai, le syndrome de l'imposteur pourrait très bien être plus ou moins à n'importe quelle étape. Je veux dire, je suis même à peu près sûre que les grands artistes que vous avez tendance à admirer ont eux-mêmes un syndrome de l'imposteur et doivent sûrement se comparer à leur propre maître dans la matière et se dire j'ai vraiment pas on peut pas comparer ce que je fais à mon maître. On est toujours en train de comparer à plus fort que soi et on a toujours tendance à oublier qu'il y a toujours des personnes derrière nous qui débutent leur chemin et c'est ça qui est fort aussi, on est toujours le maître de quelqu'un et l'élève d'un autre. Personnellement, je pense que j'ai eu un gros problème de syndrome de l'imposteur que je suis arrivée plus ou moins à passer, même si le syndrome de l'imposteur peut être présent dans plusieurs domaines de sa vie. On n'est pas obligé de sentir ce syndrome que ce soit que en dessin. On peut le sentir aussi dans son côté, je sais pas, professionnel par exemple, sa relation avec autrui. Ça peut être des espèces de petites tares où on sait que on a ces défauts-là et on essaye toujours de les améliorer, mais qu'on se sent toujours un peu imposteur dans ces domaines-là. Ça peut arriver. Et je pense être passée outre, et je suis pas passée outre quand je suis devenue professionnelle, rien à voir, vraiment. Je pense plutôt que c'est en passant ce syndrome de l'imposteur que j'ai pu devenir professionnelle. C'est un peu ce qu'on appelle aussi les croyances limitantes en psychologie. Alors je vais pas vous faire de la psychologie parce que déjà c'est pas mon expertise clairement, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à se mettre nous-mêmes des obstacles et c'est ce qui nous empêche justement d'aller plus loin, d'aller à l'étape suivante qui est l'étape suivante dans notre activité ou même dans notre dessin à part entière. Si vous faites tous les jours des portraits parce que c'est ce que vous savez faire de mieux et que c'est votre zone de confort, si vous devez passer à de la perspective demain, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous y êtes tout simplement habitué. Pour moi, le syndrome de l'imposteur n'a vraiment aucun rapport avec notre expérience. Pour moi, c'est plus une espèce de vision altérée de notre réalité. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes qui sont anorexiques, qui se regardent dans le miroir et malgré qu'on voit leurs côtes et leurs poignets apparentes et leurs épaules dénuées, il n'empêche que ces personnes se voient grosses. Outre le fait que c'est une maladie, clairement, ces personnes manquent de recul sur leur propre situation et pour le coup, sur leur propre corps. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu pareil. On a tendance à avoir du mal à prendre du recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, et du coup, c'est ce qui fait qu'on se sent mal et pas à notre place, finalement. Du coup, si le problème vient de nous, ça sous-entend qu'on est les seuls, finalement, à pouvoir le régler. Que finalement, c'est un travail personnel à faire sur soi-même. Et que essayer de s'améliorer ne changera pas notre syndrome de l'imposteur. Ça ne fera pas évoluer la situation. Ou en tout cas, pas autant que si le travail est fait vraiment par nous-mêmes et en amont et qui est décorrélé complètement de notre dessin. Je lis beaucoup de personnes qui me disent je deviendrai professionnelle le jour où je considérerai que mon dessin est assez bon. Alors déjà, je peux comprendre parce qu'on a toujours peur de un peu griller ses cartes, de griller son nom et d'arrêter sa carrière. Mais je trouve ça un peu bête finalement parce que quand on devient vraiment professionnel, on travaille tous les jours finalement pour répondre aux commandes, répondre aux potentiels projets qu'on peut nous proposer. Et c'est ce qui fait qu'on s'améliore aussi très vite car on passe 8 heures par jour à dessiner, qu'on doit tenir des délais. On apprend beaucoup de choses qu'on n'a pas pu apprendre simplement quand on est dans une école ou de notre côté en tant qu'autodidacte. Vraiment, on apprend le plus quand on est en situation réelle face à une commande réelle. Et j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais ma première commande s'était très très mal passée
Et pourtant, je pense que si on me l'a reproposé à l'époque, je le referais sans hésiter, parce que ça m'a énormément formée. Alors ça a été difficile certes, mais ça m'a formée. Pour ma part, je pense que mon syndrome de l'imposteur s'est énormément atténué depuis que j'ai compris 2-3 petites choses, en tout cas à propos du dessin. La première, c'est que le dessin, c'est un chemin, ce n'est pas une fin en soi. Si vous voulez, c'est pas binaire, c'est pas on-off, c'est pas on sait dessiner ou on sait pas dessiner. Non, c'est rarement comme ça. C'est on sait plutôt bien dessiner, je sais pas, les animaux et on sait pas du tout dessiner les moyens de transport, par exemple. Ce sont deux thèmes différents et même si la catégorie générale qui est le dessin est la même, il n'empêche qu'il y a des choses qu'on maîtrise plus que d'autres. Pour ma part, je suis bien incapable de dessiner des voitures. Si vous voulez, c'est plus un pourcentage de maîtrise relatif à chaque sujet. Et même au bout d'un moment, j'ai envie de dire, ce pourcentage-là, il est vraiment relatif dans le sens où il y a l'histoire du style qui rentre aussi en ligne de compte. Vous pouvez pas vraiment mettre des chiffres scientifiques là-dessus, quoi. Je pense par exemple que je maîtrise beaucoup plus les personnages que les voitures, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne sais pas dessiner du tout une voiture. J'aurais peut-être besoin de plus de temps, j'aurais peut-être besoin de beaucoup plus de références, j'aurais besoin aussi de essayer de travailler un petit peu mon sujet, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne vraiment de l'intérieur pour pouvoir ensuite la dessiner. Mais il n'empêche que ce n'est pas quelque chose d'inéluctable, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est définitif. C'est pas Sandre ne sait pas du tout dessiner les voitures et ne saura jamais les dessiner de sa vie. Peut-être que bientôt j'aurai un projet qui sera lié aux voitures et que je devrai dessiner plein de voitures. Et du coup on pourra dire que Sandre sait dessiner les voitures. Je pense que ça serait intéressant justement un jour de faire un podcast sur qu'est-ce que ça veut dire finalement savoir dessiner. Autre chose qui m'a permis de surmonter un peu ce syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai compris qu'il fallait arrêter d'être dur avec soi-même. J'ai toujours eu tendance à me comparer à autrui et je le fais encore, même sur d'autres thèmes que le dessin, toujours à essayer de vouloir se comparer évidemment aux personnes les plus fortes, parce qu'on va pas se comparer à ce qu'il y a derrière nous. Et j'en ai souffert pendant longtemps en fait. J'en ai souffert pendant longtemps sur plein de sujets différents. Et à un moment donné, je me suis dit que en fait j'étais unique, j'avais une personnalité qui était unique parce que mon passé n'est pas le passé de quelqu'un d'autre. Et ce que je dessine est unique parce que nous ne sommes pas la même personne, tout simplement. Et quand j'ai compris que finalement on ne produisait pas les mêmes choses, on ne pensait pas les mêmes choses, en fait, il n'y a plus vraiment d'histoire de comparaison. Vous pouvez plus vous comparer au bout d'un moment. Alors certes, si vous faites par exemple de la comparaison sur des dessins d'imagination avec un seul et même sujet, si vous par exemple, je sais pas, vous prenez un ami à vous qui dessine et vous vous mettez au défi de dessiner, je sais pas, une nature morte qui est la même nature morte en face de vous, évidemment, vous avez tendance à vous comparer et à voir qui a réussi le mieux l'exercice. Et encore, j'ai envie de dire, peut-être que votre ami réussira mieux à dessiner les natures mortes, mais peut-être que vous avez une meilleure sensibilité sur la couleur. Et du coup, finalement, il n'y aura pas de meilleur ou de moins bon. Ce sera tout simplement des affinités différentes en fonction des domaines qui sont utilisés dans le dessin. Vous avez plein de domaines qui sont utilisés dans le dessin. Vous avez les domaines justement de la couleur, vous avez les domaines du trait, la sensibilité du trait, la composition, la façon dont la lumière rebondit sur les objets. Toutes ces choses-là, évidemment, ce sont des sensibilités des domaines différents, en tout cas, que on peut plus ou moins gérer. Et c'est ce qui fait que quand vous dessinez pas exactement le même dessin que le copain à côté de vous, tout simplement. Un autre point qui m'a énormément aidé aussi, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est de faire confiance au processus. C'est de faire confiance dans le fait que, comme je le dis souvent, on ne naît pas avec du talent, on ne naît pas en sachant dessiner, on pratique et on devient meilleur, tout simplement. On sait dessiner en pratiquant petit à petit. Si vous n'avez jamais pratiqué à dessiner les voitures, si vous n'avez jamais dessiné de voiture, ça va être très compliqué de savoir les dessiner finalement. C'est pareil en fait, c'est comprendre que si vous avez tendance à vous comparer aux autres parce que l'autre dessine mieux que vous, c'est tout simplement parce que cette personne a plus dessiné que vous, elle a passé plus d'heures devant une feuille et si finalement c'est quelque chose de mathématique, vous avez plus qu'à continuer à dessiner, vous avez plus qu'à pratiquer et finalement vous deviendrez meilleur. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est juste dessiner, en fait. J'ai juste pas à réfléchir. Je perds mon temps à me comparer à autrui, je perds mon temps
à me morfondre sur mon propre statut de pauvre chose qui ne sait pas dessiner les voitures. Ben non, en fait, je vais pas faire ça. Je vais tout simplement me prendre en main et me faire des exercices pour dessiner les voitures. Ne vous posez pas plein de questions constamment. N'analysez pas tout le temps. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est un peu comme un marathonien, si vous voulez. Un marathonien, il va courir sans regarder ses jambes. Il va pas regarder derrière lui. Il va tout simplement regarder la destination qu'il veut atteindre. Il va regarder là où il veut aller. Et même si sa destination se trouve à 50 km devant lui, qu'importe, il avance pas après pas. Et c'est un peu comme vous devez avancer dessin après dessin, heure de pratique après heure de pratique. Et qu'importe si les foulées, elles sont pas parfaites, qu'importe si votre dessin n'est pas parfait, en fait, on s'améliore en courant, donc on s'améliore en pratiquant, tout simplement. Et dans le même ordre d'idée, un marathonien, il va pas partir comme un dératé dès que le début de la course vient de sonner. Il va essayer aussi de tenir sur la longueur, il va essayer de garder ses forces parce qu'il sait que le chemin est long. Et c'est un peu pareil finalement sur le dessin, vous allez pas vous allez pas partir d'un coup à essayer de dessiner 8 heures par jour alors qu'en fait toute votre vie vous avez dessiné peut-être qu'1 heure par jour. Il faut aussi y aller doucement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez beaucoup parlé à des personnes qui courent ou peut-être que vous-même vous courez, mais la plupart du temps, ces personnes vous disent qu'elles ont tendance à faire ça pour se surpasser elles-mêmes. Qu'importe en fait de savoir qu'elles sont arrivées première, deuxième, cinquième, 20e, même si évidemment, c'est toujours bon pour l'ego de savoir qu'on est bon, en tout cas qu'on est meilleur que les autres participants, mais il n'empêche que souvent ces personnes-là font ça pour se surpasser elles-mêmes et pour chaque course être meilleure que la course précédente. Et c'est ça un peu que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire à chaque dessin, vous allez essayer d'être meilleur que le précédent dessin. Le dessin finalement c'est une course contre vous-même, pas contre les autres. Alors arrêtez de vous comparer. Et c'est un petit peu ma conclusion et c'est un petit peu comment moi j'ai réussi à me débarrasser en tout cas de mon syndrome de l'imposteur. J'ai essayé de faire confiance au processus, j'ai essayé de faire confiance au pouvoir de la pratique régulière. C'est un petit peu ça que j'essaye de prôner maintenant. Cette pratique régulière et consciente. Et c'est ce qui fait que finalement on s'améliore de manière automatique. C'est scientifique si vous voulez. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Et enfin, si vous vous rappelez que le chemin est une course d'endurance contre vous-même et que seule la pratique vous fera gagner, alors pouf, j'espère que votre syndrome de l'imposteur disparaîtra un peu comme il a disparu un petit peu pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez un petit peu surmonté votre syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous considérez que vous êtes encore en plein dedans ? Est-ce que vous avez des conseils peut-être à partager aux autres ? Parce que je sais que chaque cas est différent et qu'on a un peu un syndrome différent de l'imposteur. On le vit pas de la même façon. Et du coup, moi je sais que j'ai eu tendance à me comparer aux autres, mais je sais que d'autres personnes ont d'autres manières de vivre ce syndrome de l'imposteur. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça me semble important de partager un petit peu ces tips and tricks que chacun vit de manière différente. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un podcast, un article ou une vidéo. Allez, ciao!